Bienvenue Hanan Aïtaïssa. Bonjour Rachid, merci pour l'invitation. Merci à vous, directrice du chapter Casablanca de Startup Green. Bienvenue à Mehdi. Merci Rachid. Fondateur de la Startup Valeni, spécialisée dans le tri sélectif des déchets. Dans les bureaux, oui. Dans les bureaux, je ne sais pas ce que c'est, mais vous nous direz. Et bonjour également à Oum. Bonjour. Oum Elrit, qui, vous êtes cofondatrice de Siwa, une application mobile de Tantine. Exactement, merci Tantine, beaucoup. je ne sais pas ce que c'est non plus, mais vous nous direz également. Exactement, très bien. Donc on va peut-être démarrer le débat, on va en aller dérouler sur l'entreprise de demain, le monde de demain. Est-ce que le monde de demain, d'ailleurs, c'est de voir des jeunes étudiants manifester hier parce que pour GMT+1? Est-ce qu'on est en train de construire le Maroc de demain? Effectivement, c'est des étudiants qui ont envie de prendre la parole. Donc, ils ont vu une opportunité, ils ont envie de dire qu'on existe. Et ils sont sortis pour dire, voilà, on est anti-GMT+1. Sauf que je ne suis pas très d'accord avec la forme. C'est-à-dire avec les dégâts qu'il y a eu, les quelques voitures. Effectivement, la forme, ce n'est pas comme ça qu'on va dire qu'on est contre, mais il y a des formes plus civilisées, il y a le dialogue, on peut faire énormément de choses sans faire des dégâts autour de nous. Surtout qu'il y a les voitures d'ailleurs de particuliers qui ont été abîmées. Effectivement, aussi, oui, effectivement. Essentiellement à Rabat. Mehdi, vous êtes jeune ou? Oui. Je ne veux pas dire que Hanan est plus d'ailleurs. Vous, donc, il y a quelques temps, quelques mois ou quelques années, vous étiez à l'école. Oui, effectivement. Donc, moi, sincèrement, je pense que les jeunes aujourd'hui au Maroc ont un désaccord avec le gouvernement. Alors, une fois quelque chose qui est annoncé, automatiquement, on passe directement à un refus direct. Quelle que soit l'annonce. Il y a un refus je croise rarement des personnes qui me disent oui, c'est une bonne initiative du gouvernement et on pourra peut-être bénéficier de quelque chose. Toujours, il y a des agréments, personne n'est content. Et je pense que c'est aussi... Vous étiez comme ça, vous? Non, pas du tout. Oui, mais pas moi. Non, pourquoi? Non, allez-y. J'avais toujours l'idée de voir en quelque sorte en quoi c'est bien et sont où les opportunités. Et je pense que oui, aussi il y a un problème une difficulté pour le gouvernement de discuter de ça, d'annoncer quelque chose, de lancer des discussions avec les jeunes avant d'annoncer directement que on va procéder à quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passerelle de dialogue, c'est ce que vous voulez dire, entre les pouvoirs publics et les jeunes. Et vous comprenez, vous, les GMT+1, est-ce que vous comprenez, simplement la question, et je vais faire agir Oum aussi, bien sûr, est-ce que vous comprenez qu'on peut descendre dans la rue pour dénoncer le maintien d'un fuseau horaire d'été l'automne? Est-ce que vous comprenez ça, vous? Oui, je pense que si on n'arrive pas, si on se sent que l'État nous impose quelque chose, effectivement, on va réagir de cette manière. Moi, je suis pas très d'accord avec ça, mais je comprends en quelque sorte, parce que les jeunes ne veulent plus être comme ça, essayer d'imposer des espèces de faire valoir, en fait. Oui, des faire valoir. Vous en pensez quoi, vous, de ces... vous avez croisé des manifestants hier qui... Oui, en fait, notre bureau, il est juste devant le Parlement, à Rabat. Ah, d'accord. Voilà, donc... vous étiez en première loge, voilà. Oui, voilà, exactement. J'ai assisté à toute la scène. Ouais. Donc, je constate effectivement qu'il y a une prise de conscience de la part des jeunes de la situation du Maroc, etc. Et qu'ils ont effectivement envie d'avoir leurs mots et de communiquer leurs envies aussi au gouvernement. Je suis pas aussi d'accord avec la forme, ça a été un peu scandaleux. Surtout, vous avez assisté en live à des voitures abîmées, cassées. Exactement. Surtout, surtout dans la zone de Rabat, il y avait la gendarmerie, etc. Pour justement essayer de gérer ça. Je pense qu'il faut plutôt essayer de prendre plutôt de choisir des moyens de communication qui sont un peu plus corrects. Plus appropriés en tout cas. Voilà, exactement. Et communiquer des messages quand même qui sont corrects. Parce que là, devant le Parlement, les manifestants, ils criaient avec il y avait des propos et des insultes aussi. Propos et des insultes qui n'étaient pas... qui ne reflétaient pas justement la situation qui... Parce qu'au final, c'était quoi en fait le maintien du GMT+1? C'est simplement le fait que les jeunes soient privés d'une demi-heure de sommeil, 45 minutes de sommeil? Oui, exactement. L'enjeu est là en fait. Commencer la journée alors qu'il fait
je dirais qu'il fait encore nuit. Ouais. Il fait encore nuit. Ouais. Mais est-ce que ça vous interpelle, vous qui êtes entrepreneur, vous nous direz ce que vous faites? Je crois savoir, c'est pas la première fois que vous avez lancé aussi une start-up. Est-ce que quand on est on a un logiciel entrepreneurial, on comprend des jeunes qui, comme vous, qui descendent dans la rue pour dire voilà, en fait, nous maintenant on va se lever, on doit se lever beaucoup plus tôt, il fait nuit. Donc c'est pour ça qu'on manifeste. Est-ce que vous le comprenez ça? Je les comprends. En fait, je comprends surtout ceux. En fait, là, nous, on est à Rabat, c'est sécurisé quand même. Les gens se lèvent tôt, etc. Ailleurs, c'est certainement pas le cas. Les gens se réveillent très tôt, les enfants sortent alors qu'il fait toujours nuit, ils ne comprennent pas, ça les interpelle. Donc je comprends les jeunes qui veulent justement faire passer le message au gouvernement. Il faut juste choisir la bonne forme pour le faire. C'est ça, c'est faire passer le message au gouvernement. Voilà. C'est ça l'idée. L'idée, c'était de faire passer le message. Et le fait d'être privé d'une demi-heure de sommeil, moi, je ne pense pas que c'est le problème. C'est pas le problème. C'est imposé. C'est communiqué, c'est de dire qu'on a pu parler de quelque chose dont les adultes n'ont pas eu l'audace de le faire. Parce qu'il n'y a pas que les étudiants qui vivent cette difficulté de GMT+1. Mais les entrepreneurs, les entrepreneurs, parce qu'on a d'autres intérêts plus importants. Donc, on a fait abstraction de cet horaire. Hanan, vous qui êtes entrepreneur, qui êtes chef d'entreprise, vous avez derrière vous une longue expérience en termes de gestion d'entreprise. Vous êtes dans la dynamique entrepreneuriale aujourd'hui, start-up. Effectivement. Est-ce que GMT+1 vous a perturbé? Absolument pas. Est-ce que ça a perturbé votre sommeil? Pas du tout. Alors, la vérité, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir qu'il faut avoir beaucoup d'adaptabilité, beaucoup d'agilité, quel que soit notre contexte, quel que soit notre environnement. C'est un environnement qui est en perpétuel changement. Donc, et du coup, il faut avoir toujours cette capacité de rebondir et de s'adapter si on veut aller de l'avant. C'est-à-dire que vous êtes inhabitué, vous, depuis des années, vous levez très tôt le matin? Oui, très tôt le matin. Très tard le soir, si vous êtes en train de dire. Oui, des fois se lever à des heures impossibles parce que j'ai besoin de communiquer avec quelqu'un qui est à Hong Kong ou quelqu'un qui est en Californie parce qu'il y a le décalage horaire. Donc, en fait, vous gérez plusieurs fuseaux horaires en même temps. Effectivement, donc du coup, ça pose pas de problème. C'est GMT+1++. Oui. Et vous, Mehdi? Moi aussi, je ne fais même pas attention à le GMT+1. Ça n'a rien changé pour vous? Moi, ça n'a rien changé pour moi, parce qu'en général, mon sommeil n'est pas fixé. Je travaille quand je termine, j'ai envie de me reposer un peu, je me repose, je me lève tôt pour travailler mes trucs, et puis voilà. Ouais. Donc, vous vous levez toujours très tôt le matin, vous? Oui, un peu. Ça dépend des journées. Peut-être un jour, je vais me reposer, je reste là. Mais généralement, avec des réunions, avec le travail, je vais me lever très tôt pour commencer ma journée. Comme Hanan, vous levez tôt et vous couchez tard? Tard, oui, ça c'est sûr. Les journées sont bien chargées quand on est entrepreneur. Oui, effectivement. C'est très chargé. On compte même pas les heures. Oui. C'est votre cas aussi à vous? Oui, exactement. En fait, GMT+1, j'ai même pas senti la différence. Après, je me dis que rajouter une heure ou l'enlever, ça revient au même. Après tout, on a 24 heures. On a certainement des heures dédiées pour le sommeil et des heures dédiées pour le travail. C'est juste c'est juste que les gens ont vu leur imposer une décision. Par contre, en fait, pour moi, je me lève à 7 heures, à 6 heures, je me couche à 1 heure ou 2 heures du matin, ça change pas beaucoup. Vous travaillez combien d'heures par jour, habituellement, quotidiennement, je veux dire? Quand on est entrepreneur, jeune entrepreneur comme vous? Je travaille en moyenne 10 heures. 10 heures par jour? Oui, 10 heures, enfin, dans les journées un peu light. 10 heures, c'est quand c'est les journées light? Oui. Et quand les journées sont pas light, c'est 14 heures? Oui, c'est... vous comptez même plus. Au-delà de 10 heures, on compte. La vérité, exactement, on n'arrive même pas à compter. Voilà, effectivement, je ne compte même pas mes heures de travail. Des fois, on est sur... Mais ça veut dire quoi, ça? Parce que là, j'ai la chance et le privilège d'avoir 2 entrepreneurs en herbe, si je puis dire, et un entrepreneur confirmé. Ça veut dire que est-ce que, quand je vous entends depuis tout à l'heure, je me dis, en fait, c'est un autre Maroc qui s'exprime là, par rapport à ce qu'on a pu voir hier, par exemple. Oui. Est-ce que le Maroc de l'entrepreneuriat, le Maroc de demain, le Maroc ouvert sur le monde, le Maroc challengé et qui challenge,
le Maroc qui se met à l'horloge mondiale aussi, de la mondialisation. C'est celui qui se lève tôt, qui se couche tard et qui ne regarde pas le nombre d'heures qu'il travaille et son investissement. Effectivement, c'est ça le vrai Maroc, Rachid, parce que malheureusement, les médias et surtout les réseaux sociaux, on va zoomer sur les étudiants qui ont fait des dégâts. Mais il y a beaucoup de Marocains, beaucoup de jeunes qui font énormément de choses, qui font beaucoup de réalisations, mais ils ne sont pas médiatisés. On ne va pas voir un petit peu les actions qu'ils ont pu faire. Donc c'est ça le vrai Maroc. Le vrai Maroc, c'est des Marocains et c'est des Marocaines qui font énormément de choses sur le plan national, sur le plan global. Et on a besoin de les médiatiser. D'ailleurs, merci de nous avoir invités à votre émission. Moi, je ne fais que mon travail, donc moi, ça me paraît cette notion de responsabilité aussi. Mais Mehdi, pour vous, là, le monde ultra connecté, vous êtes un entrepreneuriat, on parle de digitalisation, de mondialisation. On reviendra sur l'événement organisé d'ailleurs le 28 et 29 novembre prochain, 3e édition. Mais quand on est dans un monde ultra connecté, on dit que c'est les jeunes qui sont au cœur, qui doivent être en première ligne. Alors d'un côté, il y a ceux qui vont rechigner pour une demi-heure de sommeil, et de l'autre côté, il y a des gens comme vous qui travaillent 14 heures par jour. Ouais. Donc il y a 2 Maroc là aujourd'hui qui avancent, qui se regardent en chaîne de faïence, je sais pas. J'essaie de comprendre. C'est voulu, les 14 heures de travail, c'est voulu. C'est pas. On vous les a pas imposés, vous. Ouais, exactement. C'est vous qui vous les êtes imposés en fait. Exactement. Ouais. C'est moi que je cherche à remplir toute ma journée par des actions comme ça. Mais je pense que ça existe partout dans le monde. Il y a des personnes qui veulent travailler, d'autres personnes qui veulent pas. Et ça, c'est comme ça. Voilà, c'est des choix. Mais c'est des choix. Mais quand on va être connecté au monde dynamique, au monde qui bouge aujourd'hui partout dans le monde, c'est quoi? Il y a une seule horloge, c'est l'horloge mondialisée, performance, efficacité, entrepreneuriat. Action surtout, action, objectif. Donc tu comptes pas les heures, tu as envie d'arriver à un objectif, donc tu traites, tu travailles. Ouais, effectivement. C'est juste si ça. Tu as envie de savoir une information, je sais pas, à minuit, entrer sur Internet et découvrir. Et quand tu es passionné par ce que tu fais, quand tu vois cette information, tu es passionné par faire d'autres choses. Et tu te trouves à 3h du matin en train de travailler. Voilà, c'est ça. Ça n'est pas le logiciel culturel qu'on a aussi en nous. C'est la motivation interne, c'est la motivation interne, et c'est aussi par quoi on est influencé. Parce que maintenant, il faut aussi voir ces étudiants qui ont fait ça. Moi, je peux vous dire, moi j'étais étudiante, et je peux vous dire que les étudiants à leur âge, ils sont facilement influençables. C'est-à-dire manipulés. Est-ce que Hanan et Taïssa est en train de dire qu'il y avait des gens qui ont été manipulés hier? J'ai pas dit manipuler, ils sont facilement influençables. Voilà, c'est pas la même chose. Oui. Et du coup, on a entendu beaucoup de discours, beaucoup de choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux, sur les journaux et tout ça. Et du coup, les enfants, ils ont envie de dire qu'on existe. Donc, c'était le seul moyen. Donc, je peux dire que si on a pris ces étudiants-là et on leur a donné un cadre et on leur a donné l'information exacte, on les a bien coaché, on peut dire. Encadré en tout cas. Voilà, effectivement, on aura pu sortir avec quelque chose de plus intéressant. Sûrement. Exactement. Pour vous, là, sur le monde, vous êtes entrepreneur? Oui. Entrepreneureux? On dit entrepreneur, on le dit au masculin, mais y compris pour les... Entrepreneuse. Voilà, entrepreneuse. C'est jamais des fois le ministre, la ministre, le chef d'État, la chef d'État. Le directeur, la directrice. Vous avez, où est-ce que le goût d'entreprendre, il est né quand? Alors moi j'ai commencé au lycée, famille. Exactement. J'ai commencé au lycée, j'avais 17 ans. J'ai participé à un programme Injaz Maghreb, je pense qu'il est connu. Oui. Voilà, donc on a joué le jeu, on a créé une entreprise, on a vendu des actions, on a vendu des produits, etc. Des actions aussi. Oui, déjà en train de boursicoter, de trader, de faire du trading aussi. On a fait, on a vendu nos produits, on a participé à la compétition, on a gagné le prix national, on est parti en Jordanie, on a aussi on a gagné le prix de l'innovation, justement, Most Innovative Product. C'était ça à la compétition arabe. Donc c'est là où c'est né un peu le désir d'entreprendre. C'était pas né à l'école, c'était pas né au sein du foyer, du ménage. C'était en fait, c'était une opportunité pour moi pour découvrir autre chose. J'étais persuadée que les études, c'est bien, ça nous aide à nous éclaircir, à bien comprendre le monde. Accéder au maximum de savoir, ouais.
Mais j'étais persuadée que le salariat, c'est pas pour moi. Ah bon? Voilà. Très tôt en fait. Oui, vraiment très tôt. À quoi, 16-17 ans, vous aviez la conviction que le salariat, c'était pas pour vous? Oui, je voulais prendre en main ma journée, je voulais décider de quoi faire, décider de quelles seront les actions, quelles seront les causes que je vais défendre, etc. Voilà, donc après ça, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire. Vous êtes mathématicienne ou non? Oui. Ouais. Donc 2 ans, hier soir, 2 ans qui vous aident à vous forger une forte personnalité parce que c'est du travail acharné. Après, à l'université, j'ai intégré Enactus Maroc. Voilà, Enactus Maroc. C'est là où j'ai un peu dévié vers l'entrepreneuriat social. Via Enactus? Voilà, via Enactus Maroc. Ensuite... Et là, ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Ça a été en 2015. Donc ça fait 3 ans. Voilà, ça fait 3 ans. Et vous êtes bien? Oui, je suis très bien. Même si vous travaillez 14 heures par jour des fois? C'est comme a dit Mehdi, c'est pas fatigant, c'est pas usant. Non, c'est voulu. Parfois on est fatigué, mais quand on regarde tout le chemin qu'on a traversé, ce qu'on a réalisé, oui, on se motive et continue de l'avant. On se prend une journée de repos, on dort bien. Le dimanche. Voilà, le lendemain. On est lundi, parfois lundi. Sûrement pas. Parfois vendredi, parfois jeudi. Ça dépend de... Il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de jour dans la semaine de repos prédéfini. Et vous me dites, Habib, vous étiez banquier ou non? Vous travaillez dans une agence bancaire? Oui, effectivement. Mais aussi... Parcours dans une école publique? Oui, effectivement, moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat grâce à Injaz aussi, au lycée. Par la suite, j'ai fait mes études en économie, mais j'avais toujours ce rêve de créer une entreprise. J'ai fait des micro-projets, des trucs très très simples, parce que j'avais cette envie d'entreprendre. Mais j'ai découvert l'entrepreneuriat, l'impact environnemental de l'entreprise grâce à un projet de collecte de déchets qu'on a fait au lycée. Et par la suite, j'ai fait une formation en gestion des entreprises à l'OFPPT et j'ai complété avec une formation en entrepreneuriat pour bien évidemment approfondir mes connaissances en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, vous êtes patron? Aujourd'hui, d'entreprise, vous êtes patron de vous-même? Oui. Patron, vous avez aussi des salariés, des personnes que vous employez? Oui, j'ai 3 personnes avec moi. L'entreprise est lancée depuis 2016. Voilà. On a des hauts, des bas, toujours. On essaie de... 2016, ça veut dire que ça fait 2 ans qu'elle a été lancée? Ça fait 2 ans, oui. Vous arrivez à gagner votre vie aujourd'hui? Oui, un peu. Bien? Un peu? Oui, ça... Non, je veux pas de chiffres, hein. C'est juste... Non, effectivement. Non, parce que je vais poser la même question tout à l'heure, mais c'est... Non, justement. 2 ans, voilà. Justement, aujourd'hui, je fais que ça. Non, parce que je me dis, voilà... Et tu vis qu'avec ça. Oui, ça. Je suis 100% sur le projet. Mehdi a fait tout son cursus dans l'école publique. Il a fait un petit détour, un petit passage à l'OFPTT pour se former en gestion des entreprises, c'est bien ça. Ensuite, une autre formation d'appoint, si je puis dire. Aujourd'hui, vous avez 25 ans. Vous avez monté votre structure, spécialisée dans le tri sélectif des déchets bureaux, dans les bureaux, et vous me direz ce que c'est d'ailleurs. Et vous employez 3 personnes. Et vous arrivez à gagner votre vie. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était un objectif que vous étiez fixé ou pas? Parce que j'avais envie de faire ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a abouti beaucoup de choses, mais j'ai toujours l'envie de faire beaucoup plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de changements qu'on est en train d'entreprendre. On est en train de faire des partenariats pour agrandir, pour mettre en place la première plateforme de tri privée à Casa. On est en train de tri sélectif des déchets. De tri sélectif des déchets. Une fois on collecte les déchets dans les bureaux. Pourquoi vous dites privé? Parce que en fait, vous ne travaillez pas avec les pouvoirs publics, c'est ça? Oui. Les collectivités territoriales. C'est en partenariat avec des entreprises. Des entreprises privées? Des entreprises multinationales essentiellement? Non, c'est pas des multinationales, mais des entreprises qui travaillent dans les déchets et dans le nettoyage. D'accord, et là, votre travail, votre intervention, c'est quoi? Vous collectez les déchets au sein de ces entreprises-là? Oui, pas toutes. D'autres entreprises, généralement les multinationales et les grands groupes, pour les collecter, les trier, et les trier avec des personnes en insertion professionnelle, des personnes qui ont un accès difficile à l'emploi, sans qualification, rien du tout, pour valoriser ces déchets et
pourquoi pas augmenter le taux de recyclage au Maroc d'ici 2020 et dépasser les 20% qui est prévu. Parce qu'il y a une unité industrielle de tri sélectif qui est ouverte à Fès. Fès, oui, j'ai vu. Oui, la première, la plus grande d'Afrique. Oui. C'est comme ça que nous avons vu, mais parce que je crois qu'on est les derniers de la classe aussi en termes de gestion et de tri très loin sélectif. On recycle à peu près 10%, 10-12%, c'est ça? Effectivement, 10%, oui. Donc c'est aussi... On envisage 20% d'ici 2020, alors c'est pas beaucoup, mais... Encore du chemin à faire. France, 60%. L'Allemagne 99%. Et non, mais en plus qu'il y a un modèle économique aussi à trouver, parce qu'on fait des économies d'échelle. Effectivement. Voilà, c'est pour ça. Il y a un enjeu surtout économique, et pas qu'écologique, je veux dire. Il y a économique et écologique. Bien sûr. Hanan, Aitaïssa, vous êtes avec deux jeunes entrepreneurs en herbe que vous accompagnez, que vous encadrez, que vous suivez, que vous... C'est mes partenaires. Surtout, Mehdi, on est ensemble, ça fait maintenant 3 ans. Oui. On est ensemble dans Startup Green, qui est une communauté d'entrepreneurs globale, créée par Google for Entrepreneurs en 2010 à la Silicon Valley et qui existe à Casa depuis 2016. Donc avant Startup Green, j'ai créé mon propre entreprise en 2006. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en conseil et en formation. Et depuis 2006, j'accompagne pas mal de structures marocaines multinationales sur le plan coaching, études de marché, conseil. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de métiers, beaucoup de changements qui se font. Donc, je me suis intéressée. C'est même dans l'entreprise ou dans les secteurs d'activité? Dans les secteurs d'activité, dans l'entreprise, dans les plutôt écosystèmes. Plutôt, les écosystèmes, c'est surtout les écosystèmes. Voilà, effectivement. Donc, dans le temps, moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat ou quand j'ai commencé ma carrière, donc c'était vraiment le business model simple, normal, classique, traditionnel, exactement. Donc le client, le fournisseur et l'entreprise qui va commander. Mais après un certain nombre d'années, les choses, ils ont pris un autre virage. Donc on a entendu parler de tout ce qui est start-up, tout ce qui est open innovation, un certain nombre de changements, surtout dans les business models américains. Et c'est là d'où est venue l'opportunité de représenter Startup Green ici à Casa. Voilà. D'accord. Et vous êtes en contact essentiellement avec beaucoup d'entreprises, je suppose, parce que au-delà de l'événement que vous organisez chaque année, c'est ça? On en parlera, c'est le 28 et 29 novembre prochain. Startup Green, le rendez-vous de l'entreprise de demain, Touch the Future, c'est ça l'intitulé? Est-ce que les dirigeants aujourd'hui que vous connaissez, que vous côtoyez, que vous accompagnez depuis un certain nombre d'années, vous sentez que voilà, le logiciel, le mindset est en train de bouger un petit peu, le curseur bouge? Ou c'est difficile, il y a des résistances? Alors en 2006, c'était très difficile, la vérité. À chaque fois quand je sortais des réunions pour présenter un petit peu le projet, il y avait beaucoup de réticences. On me regardait avec... Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que vous l'avez dit? Effectivement. Et j'avais, parce que j'ai fait une formation de coaching, et j'avais une amie, et à chaque fois quand je sortais de chaque réunion, il y avait beaucoup d'énergie négative et tout ça. Donc, et là, à ma 3e édition, je sens que le Maroc, il a fait un grand pas. On trouve beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants qui se sont lancés dans des métiers qui sont liés avec l'intelligence artificielle, avec la blockchain, des dirigeants qui sont ouverts un petit peu sur ce qui se passe sur le marché mondial. Et ça fait énormément plaisir parce que c'était ça notre ambition, c'est de créer un rendez-vous, une plateforme où on va partager. C'était l'électrochoc aussi. Effectivement, on a envie d'influencer un petit peu ce qui se passe dans le... Le chef d'entreprise s'est dit, je vais maintenant écouter ce que me dit Hanan Aitaïssa, parce que c'est peut-être aussi une question de survie pour mon entreprise. Effectivement, c'est de l'inspiration. Le monde est en train de bouger et que le Maroc n'est pas le petit village entre guillemets gaulois qui est épargné. Effectivement, on essaye de faire des panels qui vont permettre à chaque entrepreneur, à chaque dirigeant d'avoir une inspiration grâce à une expérience réussie d'un chef d'entreprise, soit au Maroc, soit à l'étranger, qui va partager un petit peu comment il a fait grâce à une technique ou à une technologie qui lui a permis vraiment de rebondir sur son secteur d'activité. Son propre business, voilà, cœur de métier. Donc je disais en préambule que vous avez donc cofondatrice de Siwap, une application mobile de Tantine. J'avais dit Tantine, je ne sais pas ce que c'est, je vous poserai la question, donc je vous la pose maintenant. C'est quoi Tantine? Alors les Tantines. Qu'est-ce que vous avez inventé, vous? Donc les Tantines, ce sont des pratiques financières collaboratives connues beaucoup dans le monde arabe. Ici au Maroc, on l'appelle Dart. Donc je suppose que tout le monde connaît Dart. En fait, on se met à plusieurs. Ça tourne. Voilà, ça tourne. On se met à plusieurs. On cotise chaque mois une somme d'argent. Il y a à tour de rôle, il y a une personne qui prend le montant total.
Peut-être vous n'avez pas inventé un process, mais vous avez, j'ai envie de dire, numérisé ou vous avez digitalisé, mais de la technologie dans quelque chose qui existait depuis des lustres. En fait, nous, je l'avais pas mentionné avant, donc j'ai intégré le cabinet Habismala. C'est un cabinet de conseil en finances alternatives et innovation. Et donc, on a un start-up studio où on expérimente justement des projets collaboratifs. On a beaucoup travaillé dans le crowdfunding. D'ailleurs, nous avons lancé 2 plateformes, Smala & Co et Woulouche. Actuellement, donc, Siwa, c'est le 3e bébé de... Mais cette application, elle fonctionne comment? Moi, je veux prendre mon smartphone et que je veux participer éventuellement. Voilà, tu prends ton smartphone. C'est gratuit d'abord? Oui, c'est... Voilà. C'est bien, d'emblée, quand c'est gratuit, c'est mieux. Oui, exactement. Donc, on prend son téléphone, on télécharge l'application, on crée un compte, puis on crée un DALT et on envoie des invitations aux personnes avec qui on veut le faire. Amis, famille, collègues. Je mets de l'argent. Il y a une mise minimale? Il n'y a pas d'argent actuellement qui passe par l'application. Oui. Donc, on a actuellement limité les montants à 20 000 dirhams. Oui. C'est le résultat de la première étude qu'on a faite avant de lancer le projet. En fait, les montants qui se font dans les DALT sont des montants qui ne dépassent pas les 20 000 dirhams. Oui. Après, c'est ajustable. Il n'y a pas de législation qui est contraignante dans ce sens où on peut... En fait, actuellement, tant qu'il n'y a pas de paiement qui passe par l'application, oui. On est tout à fait légal. Donc, dès que la loi de crowdfunding va voir le jour, on va pouvoir intégrer les paiements justement. Parce que je me dis, il y a une dimension aussi de législation qui est importante à partir du moment où... Là, donc, vous êtes dans une phase d'opérationnalisation. Exactement. En fait, l'application est lancée. Il y a près de 4 semaines, voilà. Ouais. Nous avons près de 2000 utilisateurs. 2000 utilisateurs. Oui, exactement. Donc la croissance a été exponentielle. La semaine dernière, on a été en Jordanie pour participer à une conférence, Sanabel, où nous avons remporté le 2e prix. 2e prix de par rapport à cette application? Voilà, par rapport à l'application Siwa. Oui. C'est le prix de l'innovation en inclusion financière dans le monde arabe. Donc en fait, on est très fiers de ce prix-là parce que c'est une reconnaissance par nos pairs que notre application est justement là pour faire de l'inclusion financière pour les populations non bancarisées. Non, c'est votre population cible en fait, les populations non bancarisées. Oui, oui. Vous Mehdi? Alors nous, c'est le tri sélectif déchets dans les bureaux. On accompagne les entreprises pour réussir un programme de tri dans les bureaux. On travaille, on est en même temps producteur de poubelles. Est-ce qu'il y a de la technologie? Parce qu'on était sur la technologie avec vous, mais est-ce que vous, il y a de la technologie? On vient d'intégrer une solution technologique, plus les produits et services qu'on propose. C'est un capteur ultrasonique qui permet de détecter... C'est rapide, ultrasonique, ça va être très rapide. Déjà, ça, à mon avis, ça va très vite déjà, et vous l'avez dit très vite. Capteur ultrasonique, c'est quoi? C'est des bacs qu'on peut identifier à distance, à des kilomètres, où on peut mesurer le niveau de déchets, c'est ça? Effectivement, c'est un capteur. Ah bah oui. C'est rapide, mais très clair. C'est un capteur qui est installé sur chaque type de contenant pour détecter en temps réel le remplissage de poubelles. Et comme ça, on pourra collecter les déchets une fois que la poubelle est pleine. Donc ça permet d'optimiser au maximum 50% des coûts opérationnels de collecte. C'est-à-dire qu'avant de mettre en place ou de déployer vos équipes... Et des passages réguliers, etc. Non, on va collecter, une fois la poubelle est pleine à 80%, on a une pop-up sur la plateforme pour programmer un passage optimisé et puis un passage en temps réel si le chauffeur de camion, si une poubelle est pleine dans le trajet, il y a un point qui est ajouté directement au passage et comme ça on optimise. L'innovation, elle vient de vous? Cette innovation, elle vient de... Oui, c'est nous, c'est une équipe de 3 personnes, mais indépendante du projet. On a travaillé sur ça, on a participé à pas mal de compétitions et on a notre prototype, on est en train de finaliser pour faire un test réel sur terrain et voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Ça va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines? Oui, on est en partenariat avec une entreprise qui collecte les déchets dans la commune, à Casablanca, pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça va donner en termes des résultats et d'optimisation de transport.
C'est ça. Oui, je suis des capteurs de son. Vous, là, juste votre événement, vous. Oui, c'est pour le 28 et le 29 novembre 2018, Casablanca. Le rendez-vous de l'entreprise de demain. Effectivement, on est à la 3e édition. Qu'est-ce qu'il y aura de particulier, de nouveau cette année? J'ai vu que vous avez glissé sur les réseaux sociaux hier, je suis tombé dessus, que comme le speaker qui n'était pas annoncé en tout cas là, mais qui sera là, c'est Abdelhamid Haddou. Exactement. PDG de la RAM. Hein, effectivement. Donc les réseaux sociaux sont fiables. Oui. Confirmé. Voilà. Effectivement, il nous a rejoint la semaine dernière. Oui. On va parler avec Monsieur Haddou, le président de la RAM de futur du transport. Future of Transportation. Transport aérien. Exactement, aérien. Et comment le digital, il peut apporter un plus pour le transport. D'ailleurs, la RAM, il est dans cette orientation de recherche de partenaires start-up pour développer des avantages et des bénéfices pour ses clients. Est-ce qu'on peut s'inspirer de l'innovation de Mehdi, le capteur ultrason pour le transport aérien aussi, dans les avions qui arrivent, les trains qui arrivent, les avions qui arrivent à l'heure, qui arrivent en retard? Avec des applications, est-ce que c'est possible d'imaginer ça, d'être prévenu? Et effectivement, ils sont dans cette phase-là d'identification de start-up qui peuvent les accompagner sur ça, sur le plan national et aussi sur le plan africain. D'accord. J'ajoute aussi, dans le cas de Valonvie, après le capteur, on est aussi producteur de poubelles de tri sélectif et collecteur de déchets recyclables. Si vous voulez dire, en fait, on essaie de proposer aux entreprises une solution de collecte, de mise en place de poubelles et de collecte de déchets recyclables, et pour s'assurer que tous les déchets collectés et triés dans les bureaux vont être recyclés. Donc après avoir parlé de la poubelle recyclée et puis intelligente, parce que ta poubelle est intelligente en fait, je vais redonner la parole à Hanan, on va lever poubelle. Vous étiez sur le PDG de la RAM, voilà, qui a besoin de la compagnie aérienne aujourd'hui nationale et qui a besoin ils sont sur cette orientation-là, un petit peu le futur. Hein. On n'est plus dans le business model classique. Oui. Modèle économique aussi, ou modèle tout court qui atteint peut-être ses limites aussi au niveau de l'aérien. Exactement, effectivement. Après, il y a d'autres speakers aussi. Il y a d'autres speakers, effectivement. Je vais vous présenter un petit peu les panels que nous aurons. On va parler un petit peu du futur de la banque avec la blockchain, la cybersécurité et la fintech. On aura un PDG d'une banque nationale, c'est M. Rho. On peut le dire, président de CIH. Effectivement, CIH, exactement. On aura un représentant de la City. Mobile paiement et tout ça. Effectivement, la digitalisation. Effectivement, la digitalisation. On aura une start-up qui a fait une levée de fonds importante. On a parlé d'elle sur Forbes dernièrement. C'est une start-up kenyenne. Oui. Ils vont venir de Kenya. Actuellement, ils sont présents dans 10 pays. Et c'est une plateforme de paiement mobile. Donc ça rejoint en quelque sorte. Kenya ont le leadership. Effectivement, la start-up, effectivement, c'est pour ça qu'on les a invités. Et du coup, c'est une plateforme qui utilise la fintech. Donc, c'est en relation en quelque sorte avec la banque, aussi, effectivement. Il y aura un représentant de Citibank qui va nous rejoindre de Miami. C'est un Marocain, ça fait plaisir, c'est Driss Samsamani. Voilà, effectivement, il va intervenir, il est le directeur responsable de la digitalisation et de tout ce qui est corporate. Il va parler un petit peu de tout ce qu'a fait Citibank avec ses clients sur le volet digital. On parlera du futur de l'éducation, vous avez parlé tout à l'heure des étudiants. L'éducation, l'école. C'est important. L'école de demain, moi je me dis, l'école, vous savez mieux que moi, ou comme moi, les nouvelles écoles 1337 qui a été mise en place par l'OCPR Ribga, c'est une école qui est ouverte 24 heures sur 24, c'est gratuit, sans directeur, sans direction et sans horaire. Effectivement, et c'est sans frais à payer en plus. Et c'est gratos. Et c'est gratos. Ça, c'est l'école de demain. Effectivement. Et on aura Monsieur Hlali, qui est responsable de cette école-là. Il sera présent avec nous pour parler un petit peu du futur de l'éducation et qu'est-ce qu'on doit avoir dans les programmes de formation si on a envie de vivre le Maroc de demain. Qui est quasiment, se précise aujourd'hui d'ailleurs. Effectivement. Parce qu'il y a de la projection tout en sachant qu'on est sur le temps court. Effectivement, l'éducation, exactement. Et j'ai vu qu'il y a Salah Dimezor aussi, le président de la CGM. Effectivement, parce que le patron des patrons, c'est important. L'entreprise de demain, c'est une entreprise qui doit initier des choses, qui doit faire des orientations. Et on ne pourra pas faire ça s'il n'y a pas le patronat, s'il n'y a pas les grandes entreprises. Si on a envie qu'il y ait des partenariats avec les startups, avec les corporates, c'est là où on peut initier des choses, c'est là où on peut vraiment travailler sur un niveau global. Et transversal. Voilà, exactement. Donc vous êtes satisfaite, vous, du panel que vous proposez
le 28 et 29 novembre prochain à Casablanca? Alors, il y a tout ce qu'il faut. Alors, la vérité, on est très satisfait par rapport au panel que nous allons débattre, par rapport aussi aux intervenants. Aussi, des espaces effectivement, il y aura des panels, il y aura des keynotes. Par exemple, par Mohamed Ben Ouda, on va parler un petit peu sur le business model X.0 et comment... X.0 X.0, exactement. Business plan. Oui, business plan, exactement. Donc, comment on peut initier de l'innovation dans l'entreprise? À part le côté technologique, il faut qu'il y ait un suivi du côté humain, les équipes. La stratégie. Comment manager les équipes? Voilà, effectivement. C'est comment manager les équipes, comment mettre en place une stratégie, comment ordonner tout ça. Donc le panel, il est très intéressant. Des intervenants de très haut niveau, des intervenants marocains, africains, une invitée qui va venir de Singapour pour nous parler un petit peu. C'est une mathématicienne pratique. Voilà. Oui. Oui, on aura Annabelle avec nous qui va nous parler un petit peu de l'intelligence artificielle, exactement. Il a 3 startups, il accompagne les gouvernements. Il accompagne le gouvernement, les Émirats, exactement, comment mettre en place l'intelligence artificielle sur des domaines, vraiment sur la mobilité, sur un certain nombre de domaines d'activité. Bon, vous y serez, vous, le 28 et 29 novembre? Ça représente quoi pour vous, ce genre d'événement? Inch'Allah, oui, bien sûr. Oui. Mais vous, là, est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à cet événement, 3e édition? Vous qui êtes déjà dans l'entrepreneuriat et qui développez des... En fait, ces événements de ce calibre-là sont toujours une occasion pour les entrepreneurs, pour les patrons des startups, pour justement nouer des partenariats, collaborer avec d'autres entreprises. Ce sont des opportunités pour nous pour justement faire pourquoi pas du scaling, pour faire des levées de fonds. Donc c'est c'est un. Vous êtes dans la recherche aujourd'hui, vous, éventuellement de levée de fonds, dans la phase dans laquelle vous êtes au niveau de la Plimobile Tantine? Oui, exactement. On est dans une phase où on cherche des fonds justement pour accélérer le growth et pourquoi pas faire du scaling à partir de l'année prochaine. Voilà. Mehdi, oui. Recherche de fonds, vous, actuellement, ou pas? Oui, on est en levée de fonds, mais aussi la partie start-up qu'on va participer avec le capteur. Tu peux venir pour voir... Ouais, je vais venir pour l'ultrason. Le capteur, l'ami, j'étais tranquille, l'ultrason. On va exposer notre innovation et bien évidemment, c'est l'occasion pour... rencontrer l'écosystème Startup Grind international, c'est pas échanger, voir les best practices, trouver des contacts, des investisseurs. Puis voilà. Merci. Merci Rachid. Effectivement, c'était juste un point par rapport à l'exposition de start-up. Il y aura un espace pour les start-up marocaines qui vont exposer. Et cette année-là, cette 3e édition, on a donné la possibilité pour les start-up d'être présents à la conférence Startup Grind de Londres qui va avoir lieu en juin 2019. À Londres directement? Exactement. Casablanca et Londres, et du coup une ouverture à l'écosystème marocain et à l'écosystème européen. Voilà. C'est gratuit ou pas? C'est gratuit pour les startups qui viennent de se lancer et c'est payant pour les startups qui gagnent déjà des sous. Exactement. Donc, comme me dit Habib nous a dit que lui déjà, alhamdoulilah, il gagne bien sa vie, il faudra qu'il paye. C'est normal. Non? Au bout de 2 ans d'activité, il a dit que non. Alors, non. Oui, en tant que... Ce ne sera pas gratuit pour lui. Bah, ouais. À la limite pour Oum qui démarre tout juste, là, qui lance son... Effectivement. Il faut que ce soit négocié aussi, c'est pas encore négocié. Effectivement, mais Mehdi, en tant que partenaire, il est dans Startup Grind, donc du coup, les startups qui sont dans notre communauté, ils ont des avantages. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous 3, merci à Hanan. Merci Rachid, merci beaucoup. Et Taïssa, directrice du chapter Casablanca de Startup Green. Yes. Merci également à Mehdi. Merci. Habib, fondateur de la startup Valeni, spécialisé dans le tri sélectif des déchets dans les bureaux. Je sais ce que c'est. Et merci également à Oum. Merci beaucoup. Elrit, qui est cofondatrice de la Plimobile Tantine et qui est dans une dynamique de développement. C'est ça. Exactement. Donc bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci une fois de plus et je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci.